Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 mars. Il est 11 heures. Soyez les bienvenus à notre Exchange Siamt. Alors, le sujet d'aujourd'hui se porte sur la dépression. Alors, avec une version plutôt souriante. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et donner vos ressentiments là-dessus, sur la question des différentes formes de dépression. Donc, nous sommes euh, accompagné aujourd'hui. Donc, j'essaie de repérer le docteur Birk qui se prépare, qui va arriver sur scène bientôt. En attendant, je vais vous présenter aussi nos autres intervenants. Vanina Tadei. Vous êtes, Bonjour. bonjour Vanina. Vous êtes présidente fondatrice de Efikazen. Alors, qu'est-ce que c'est que Efikazen? Alors, Efikazen, j'ai créé cette société en 2016, après avoir passé 20 ans en agence publicité, où j'étais directrice commerciale en charge des stratégies publicitaires pour de nombreux clients nationaux et internationaux. Et en fait, lors de ces années, j'ai malheureusement pu constater de nombreux burn-out à tous les niveaux hiérarchiques. Et grâce à une tendinite que je n'arrivais pas à soigner, j'ai eu la chance de découvrir les médecines douces. Et donc, j'ai trouvé cette approche formidable. Je me suis demandé pourquoi les médecines douces n'étaient pas proposées aux entreprises, notamment celles issues de la médecine traditionnelle chinoise, pour soulager le stress des salariés et pour éviter précisément ces nombreux burn-out. Donc, c'est alors que m'est venue l'idée de faciliter la mise en relation des experts en médecine douce avec le monde des entreprises, que je connais bien, et donc d'apporter des solutions pour les salariés pour améliorer leur qualité de vie au travail. Donc, depuis 2016, Efficazen et ses nombreux experts du mieux-être proposent des ateliers collectifs et individuels pour certains, pour mieux gérer le stress, pour se détendre, pour apaiser les tensions et retrouver de l'énergie. Donc, parmi nos experts, vous retrouverez des professeurs de yoga comme Alexandra, que vous allez découvrir dans quelques instants, donc qui va vous présenter des exercices de relaxation. Vous trouverez également des sophrologues, des experts en sommeil, des diététiciens nutritionnistes, des réflexologues, des ostéopathes, des experts en feng shui, en shiatsu, en développement personnel. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site efficazen.fr. Vous y trouverez des témoignages de participants, des photos, des reportages télé sur les ateliers et la liste détaillée des thèmes proposés et mes coordonnées si vous souhaitez mettre en place un plan personnalisé au sein de votre entreprise. Voilà, parmi les clients d'Efficazen, nous avons le plaisir de travailler avec Intermarché, Total, le BHV, les Galeries Lafayette, le groupe NTU Rolls-Royce, le groupe Richemont, Sonepar et quelques autres belles entreprises qui nous font confiance. D'ailleurs, certains de mes clients sont ce matin connectés, je les vois, je leur dis bonjour. Voilà, donc je serai ravie de répondre à toutes vos questions et trouver des solutions avec vous, pour vous. Donc voilà, à très bientôt. Merci Et Vanina, restez avec voilà. nous. Restez avec nous. On va présenter aussi Alexandra Vallée. Vous êtes professeur de yoga, mais pas que. Donc, qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie, Alexandra? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je suis professeure de Hatha Yoga, de Yin Yoga aussi depuis quelques années maintenant. Et puis, je pratique bien antérieure aussi. J'ai par ailleurs beaucoup dansé, donc ça m'a vraiment amené vers le mouvement, la pédagogie du mouvement et cette envie de transmettre aussi par des techniques somatiques du corps. Moi-même ayant constaté dans une autre vie vraiment un mal-être au travail prégnant et qui se généralise beaucoup. Et travailler le corps est vraiment une manière d'induire une autre manière de vivre et surtout de calmer les problématiques psycho-émotionnelles plus fortement par cette approche du corps. Donc, ça fait vraiment sens pour moi que d'intervenir ici aujourd'hui dans cette approche de prévention santé. Approche que je développe aussi par ailleurs dans mon autre branche, l'autre casquette que j'ai, qui suis aussi praticienne de santé naturopathe. Et donc dans cette expérience-là professionnelle, en cabinet, je rencontre aussi beaucoup de problématiques autour de la gestion du
stress, de l'anxiété, de la déprime, de la dépression. Donc voilà, ça fait sens pour moi d'être là, je vous remercie. Et que vous dire d'autre, si ce n'est qu'on va pratiquer ensemble tout à l'heure une demi-heure. Ah, voilà, docteur Birk. Oh Bonjour, Gisèle. Les techniques modernes, je ne suis pas au point. Mais non, tout va bien. Bonjour, docteur Birk. Il suffit de tout fermer et de rouvrir et je m'évertuais. C'est parfait. Ça, ce sont les joies du direct. Oui, vous voulez, comme ça. Donc, bienvenue sur la scène avec nous. Bonjour à tous. Docteur Birk, psychiatre, médecin de formation et surtout créatrice, fondatrice du club ARIM. Qu'est-ce que c'est que le club ARIM? Ah, alors effectivement, j'entendais les présentations précédentes. Moi aussi, je dirais, je suis fondatrice d'une structure qui s'appelle ARIM et qui a été créée déjà donc en 1991 avec l'objectif de se rapprocher du monde, je dirais, professionnel ordinaire, afin de trouver des méthodes et des moyens, je dirais, pour aider les demandeurs d'emploi et les salariés qui présentent des problématiques de santé psychique, cognitive, mentale, dans le cadre de leur projet professionnel ou de leur travail. Et donc, c'est une association loi 1901 et depuis 1995, nous menons des actions autant auprès, je dirais, des structures Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission locale pour les demandeurs d'emploi, que auprès des entreprises. Alors nous aussi, on travaille avec un certain nombre de grands groupes, la SNCF, Orange, Capgemini, et j'en passe, bien d'autres depuis des années. Je ne suis pas bonne parce que j'oublie de citer le Crédit Agricole qui a assuré la vice-présidence au niveau de l'association depuis des années, des grandes banques. Le secteur bancaire est effectivement très présent chez nos partenaires et j'en oublie plein. Voilà. Très bien. Bon, c'est surtout, en fait, vous êtes là parce que j'ai besoin de vos avis d'experte en tant que psychiatre. Donc, on va pouvoir échanger longuement sur un sujet qui nous tient à cœur, tous les deux. Mais avant toute chose, bonjour au public, à toutes les personnes qui sont dans la salle digitale. Soyez les bienvenus. Je vous pose la première question de la journée. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'y répondre. Sur le côté droit de l'application, hein, ça s'appelle sondage. Donc, donnez-nous votre réponse et si vous allez bien, très bien, ou si vous n'allez pas bien du tout aujourd'hui, ou si vous ne prononcez pas. Gisèle Birk, vous et moi, nous avons fait nos études médicales. Et de tout mon cursus, je me suis toujours rappelé d'une phrase d'un de mes médecins enseignant à l'époque, qui était psychiatre, qui m'a dit « Dans la vie, il y a des clowns tristes, il y a des dépressifs souriants ». Donc, est-ce quelle est la différence entre les deux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'une dépression souriante? Alors, une dépression souriante, d'abord, c'est un concept qui n'est pas vraiment officiel. C'est quelque chose qui est né, comme souvent, aux USA et dans les pays anglo-saxons, et qui est certainement, c'est une approche qui est certainement en lien avec l'évolution actuelle concernant la qualité de vie, le bien-être. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation quand même qui se développe et qui est plutôt bonne, d'être beaucoup plus dans la prévention qu'autrefois. Et du coup, il y a une avancée qui fait que
bon, bah, les dépressions classiques, ça fait quand même des années qu'on sait on sait les diagnostiquer. Donc, la dépression souriante, ça fait partie de ces dépressions masquées qui sont, je dirais, atypiques et à côté desquelles on passe le plus souvent. Il faut savoir qu'un des problèmes de la dépression, c'est effectivement de faire le diagnostic. Il y a beaucoup de dépressions qui ne sont pas diagnostiquées et plus le diagnostic est fait tard, plus le pronostic ne sera pas bon, hein, puisque plus une dépression tarde, plus elle risque de rechuter. Hein. Voilà, donc la dépression souriante, en fait, c'est des personnes, je dirais, dont vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont déprimées. C'est-à-dire qu'elles ont, c'est des personnes qui sont apparemment comme vous et moi, qui gèrent leur vie, qui font tout ce qu'ils ont à faire, mais intérieurement, ils sont dans un état de souffrance et une lutte permanente pour donner le change, aussi bien auprès de leur environnement familial, souvent, que auprès de leur environnement professionnel. D'accord. En fait, donc, faut pas que je m'inquiète si on me traite de clown triste ou de. C'est plus si on dit que je suis un dépressif souriant, je m'en inquiéterais alors. Eh ben oui, oui. Si on est un dépressif souriant, il faut se soigner, il faut consulter, absolument. Non, j'ai plein de questions à vous poser, Gisèle. Qu'est-ce que la dépression finalement? Ah, alors la dépression. Il faut savoir que la dépression, c'est un trouble, je dirais, qui touche quand même 350 millions de gens dans le monde, hein, qui est donc la deuxième cause d'invalidité. Donc, c'est quelque chose, je dirais, en pathologie mentale qui a une place importante. La dépression, comme je l'ai déjà un peu évoqué à l'instant, une de ses caractéristiques, c'est quand même une diversité de symptômes importante. C'est-à-dire que les tableaux de dépression peuvent être très variables. Il y a des multitudes, je dirais, de formes de dépression. Voilà, mais alors, quand même, vous dites je suis médecin, donc les médecins ont fait référence à un certain nombre de critères et la dépression, je dirais le diagnostic de dépression caractérisée est un diagnostic, s'il est difficile, il est quand même très formalisé. C'est un diagnostic qui comment dirais-je, repose sur une diversité de symptômes, mais avec des caractéristiques précises. C'est-à-dire que la personne présente soit une humeur dépressive, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, qui peuvent se traduire donc par de la tristesse mêlée d'anxiété, un pessimisme ou une perte de l'élan vital, du plaisir et de l'intérêt, voire même des idées de mort. Il faut qu'il y ait une de ces deux composantes pour parler de dépression. Et ensuite, cette composante, pour parler de dépression, va devoir être associée à, au minimum, c'est très réglementé, si on peut dire, le diagnostic vraiment de dépression caractérisée pour les psychiatres. Il faut qu'il y ait associé un problème d'angoisse,
en particulier l'angoisse au réveil le matin, de la fatigue, un ralentissement psychomoteur qui peut atteindre, je dirais, aussi bien le fonctionnement mental, intellectuel que physique, les troubles du sommeil qui peuvent être aussi bien de l'insomnie que de l'hypersomnie, des problèmes alimentaires, perte d'appétit le plus souvent avec perte de poids, mais ça peut aussi être de la boulimie. Là, je vois que là, j'ai mis 2 fois le ralentissement psychomoteur, mon Dieu. Bon, et des troubles cognitifs, ça, c'est pendant longtemps, on a sous-estimé ces troubles, des problèmes d'attention, de mémoire, et même des problèmes d'organisation. Est-ce que quelqu'un qui d'habitude est plutôt enjoué ou plutôt qui fourmillait d'idées et d'un seul coup, on le voyait un peu ralenti, un peu dans la lune, un peu perdu, est-ce que ce serait pas un signe évocateur? Alors, j'ai pas continué, je dirais, sur un autre aspect pour caractériser une dépression. Il faut que ce tableau dure tous les jours pendant 2 semaines minimum. C'est-à-dire que si cette personne, vous la voyez, comme vous dites, et que ça dure 1 ou 2 journées, on va parler à ce moment-là plutôt de déprime. Il faut que cet état que vous évoquez, effectivement, s'il perdure pendant au minimum 2 semaines, il faut s'alerter. Il faut s'alerter, la personne, effectivement, peut-être démarre une dépression. Quelle est la différence entre déprime? Est-ce que c'est un coup de mou ou on parle beaucoup, justement, je repensais à une émission de télé où on voyait un grand chanteur français qui parlait Oui, de l'hypémanie. oui, C'est un terme que je connaissais pas parce que pourtant j'ai fait mes études de médecine, je vous l'assure. Mais je connaissais la notion de mélancolie, mais l'hypémanie, je connaissais pas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est la même chose que la dépression ou c'est encore une autre version de trouble d'humeur? oui, je dirais que c'est entre la déprime et la dépression. Oui. Et est-ce que, public, vous allez pouvoir aussi donner votre sentiment, votre connaissance, votre avis? Est-ce que vous avez un sondage qui s'affiche sur votre droite? La déprime, l'hypémanie et la dépression, est-ce que c'est un synonyme pour vous? Docteur Birk, donc du coup, on revient sur notre diagnostic. C'est un diagnostic qui se doit médical. Et c'est pas n'importe qui Ah pourrait oui, poser le diagnostic. absolument. Alors, pourquoi le diagnostic de dépression est important? Il est important parce que, comme je l'évoquais, une dépression caractérisée non soignée va en général durer. Alors, il y a un moment où elle pourra, je dirais, s'améliorer spontanément, mais ça peut durer 6 mois, 1 an. Et le risque, c'est la rechute. Et plus il y a de rechutes, plus la dépression va devenir, je dirais, chronique. Hein. Donc, pourquoi il faut faire ce diagnostic médical? Parce que il existe des traitements qui, quand ils sont, je dirais, bien menés, sont efficaces à 70% à peu près, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Quelles seraient les formes on disait tout à l'heure, tous les deux, que la dépression revêt une multitude de visages, beaucoup de formes masquées, en particulier la dépression souriante qui devient maintenant une notion un peu particulière parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Oui, c'est ça. Quelles seraient les autres formes de dépression masquée, docteur Birk? Alors, bon,
il y a en particulier, ce qui est le plus fréquent, c'est des formes où les douleurs et la somatisation sont à l'avant de la scène. Et alors, les douleurs, c'est là où il y a des discussions sur, entre autres, la fibromyalgie, avec des positions théoriques différentes. Il y en a qui mettent la fibromyalgie effectivement dans la dépression masquée et d'autres pas. Voilà, bon, on va mettre la fibromyalgie de côté. Les douleurs peuvent prendre tous les aspects, ça va des maux de tête aux douleurs de dos, les douleurs articulaires, ça peut être des douleurs musculaires aussi. C'est quand même la forme de dépression masquée la plus fréquente. Ça peut être aussi une dépression où c'est la fatigue qui est à l'avant de la scène. Mais pour qu'on parle de dépression masquée, comme je l'évoquais, il faut quand même toujours qu'il y ait le trouble de l'humeur ou la perte de l'élan vital. Donc ça peut être des troubles digestifs, ça peut être l'anorexie, des phénomènes alimentaires. À propos de dépression masquée, je lisais récemment qu'actuellement chez les étudiants, il y a beaucoup de consultations qui sont faites où les étudiants arrivent avec des plaintes de douleurs et des somatisations de toutes sortes. Hein. Et on peut tout à fait supposer que en fait, ils font des formes de dépression masquées. Et est-ce qu'on peut refaire un petit focus sur la forme, justement, la forme masquée souriante? Qu'est-ce qu'on peut donner de plus comme élément pour nos auditeurs? Alors, la forme masquée souriante, il faut savoir que c'est une forme qui est pas dans les classifications officielles. Hein. Bon, moi, très franchement, je ne connaissais pas très bien, donc j'ai été un peu chercher partout des informations. Les symptômes qui sont décrits pour la dépression souriante rejoignent la description que je fais pour les dépressions masquées, à savoir que les symptômes qui dominent, même si la personne reste, je dirais, avec une humeur apparemment, je dis bien apparemment souriante, elle présente quand même les phénomènes des dépressions masquées, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes d'insomnie, de sommeil, elle a une sensation de fatigue, mais ce qui caractérise, je dirais, la dépression, ce qui veut caractériser la dépression souriante, c'est que la personne, elle est dans un mécanisme de lutte et de défense par rapport à ce qu'elle vit. Mais elle a aussi des somatisations, elle va multiplier quand même les consultations. Mais la caractéristique, c'est que elle gère ça en essayant de garder une façade, je dirais, de personnes souriantes et voilà, qui continuent ses activités. Elle a les mêmes troubles, je dirais, que dans les dépressions masquées classiques, sauf qu'elle, il y a ce mécanisme de défense particulier de garder une façade. J'en avais eu une comme ça à l'époque. Moi, je ne connaissais même pas la dépression souriante. Et la conséquence qu'elle avait été, elle avait rencontré le médecin conseil qui l'avait trouvée tellement souriante, coquette, arrangée, etc., qu'il lui avait refusé, on faisait une demande d'invalidité deuxième catégorie. Et il avait fallu que j'ai un échange avec le médecin conseil pour qu'ils comprennent que derrière cette présentation, cette femme était dans un état de catastrophe psychique. Parce qu'avec moi, par contre, je savais qu'elle allait très mal. Hein. Et est-ce que c'est un peu à cause ou grâce à ces formes
polyvalente, masquée, que on n'arrive pas à assurer une prévention efficace, notamment quand on découvre des actes de passage à l'acte ou des tentatives de suicide? Ah oui. Oui, mais oui, effectivement, quand même, un des problèmes de la dépression, c'est quand même que elle est sous-diagnostiquée. C'est une de ses caractéristiques, ou des dépressions. Je dis la dépression, les dépressions. Elles sont sous-diagnostiquées. D'où, effectivement, ce que vous dites, parce que quand je parle de rechute, j'ai pas évoqué le risque majeur que vous venez d'évoquer. C'est effectivement le risque de passage à l'acte suicidaire qui peut survenir dans tous les types de dépression, y compris la dépression souriante. Hein. Et c'est alors il y a le fait que les symptômes, alors dans certains cas, les symptômes peuvent venir rapidement, mais il y a des cas où ça vient progressivement. Donc les personnes comment dirais-je, banalisent, elles se disent bah, ça va passer. En plus, dans la dépression souriante, je ne l'ai pas évoqué, on dit que ces personnes, et d'ailleurs la personne dont je parle et que j'ai connue, c'était le cas, c'est des personnes qui ont honte de cet état, qui se culpabilisent, qui pensent que c'est de leur faute et ils n'ont pas l'idée que c'est une maladie. Ils, ils sont dans une forme d'hyper-responsabilité, c'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont responsables de ça. Alors ça rappelle à un degré très minime, bien évidemment, la culpabilité des mélancoliques. Hein. J'avais un maître, le docteur Angelergue, qui disait, quand il présentait un mélancolique, il disait, mais au fond, il a raison, il se culpabilise avec de vraies raisons. C'est-à-dire qu'on peut toujours, effectivement, quand on se sent hyper responsable de soi-même, se sentir coupable, c'est sûr, de ne pas faire ce qu'il faut. Et alors, justement, c'est les recommandations quand même qu'on peut faire aux proches d'une personne qui est dans cet état. Ça sert à rien de lui dire il faut te secouer. Alors, je connaissais pas cet intitulé. J'ai vu qu'on parlait du syndrome d'Orangina. Et Oui. là, c'est le fait de dire à la personne il faut te secouer. Mais effectivement, la personne, si elle est vraiment déprimée, elle n'a pas les capacités. Elle n'en a pas les capacités. Ou alors, elle va se secouer avec des produits qui pourraient aussi lui permettre voilà. de donner le change. Absolument, absolument. Dans ce que je n'ai pas évoqué, effectivement, un des risques quand même, et en particulier dans la dépression souriante, plus que dans d'autres. Les risques d'addiction, d'usage de l'alcool, entre autres, mais aussi d'autres stupéfiants, voire des médicaments, hein, est un risque tout à fait important, justement, pour tenir le coup. Hein, pour tenir le coup. Est-ce que un dépressif souriant, à part le fait que ce soit une pièce de théâtre ou un jeu de rôle, est-ce qu'il en est conscient vraiment ou est-ce que c'est quelque chose qui une pièce qu'il joue malgré lui? Spontanément, il en a pas vraiment conscience. Il pense que, comment dirais-je, il pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est bon, je pense que ça va aussi avec des modes d'éducation où c'est des personnes souvent qui ont des éducations où ils doivent faire face. Il faut pas s'écouter. Il faut pas se plaindre. C'est souvent des personnes
qui ont ce type, je dirais, de repères psychiques. Donc leur conscience, ils le savent, mais en même temps, voilà, leur devoir, c'est de faire avec. L'important, c'est d'arriver, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un, un médecin ou quelqu'un qui leur dise mais attends, c'est pas normal, ça se soigne. Et je pense à cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé avec elle. Quand je l'ai connue, c'était à Harim, elle venait pas du tout pour cette problématique. Et c'est dans les échanges que j'ai pu avoir avec elle que elle a pu prendre conscience du fait que c'était pas normal de fonctionner comme ça et que c'était une maladie qu'il fallait soigner. Est-ce que c'est aussi une forme d'obligation ou de situation de déni? Parce que notre société actuelle, encore plus ces dernières années, ces dernières années de crise ou de situation d'urgence ou d'état d'urgence, notamment cette crise pandémique qui n'en finit pas, est-ce que ce serait pas plutôt une forme de contournement d'obstacles afin d'afficher qu'on est, surtout pour les cadres, qu'on est toujours dans l'opérationnel, qu'on est toujours dans la performance? Ce ne serait pas une forme de déni, ça? Alors, je pense que effectivement, vous avez cité les cadres. Je pense effectivement que dans certaines catégories de la population, parce que je pense que c'est pas équivalent, j'imagine, dans toutes les catégories de la population, mais c'est certainement lié quand même à notre culture. C'est-à-dire la culture effectivement de la performance, en particulier dans le monde de l'entreprise, et qui est particulièrement marquée chez les cadres. C'est vrai que je me souviens plus le contexte où on me disait que les cadres, c'est dans leur culture, je dirais, de ne pas demander d'aide, d'être toujours à devoir faire face. Alors les choses évoluent, mais on peut se demander dans le contexte actuel du Covid si elle régresse pas sur ce plan-là, parce que quand même, moi, je lisais quelques textes récemment sur cet aspect. Actuellement, les cadres de proximité sont en grande souffrance. Enfin, actuellement, dans le monde de l'entreprise, les cadres de proximité doivent gérer la mise en place du télétravail, doivent continuer bien évidemment à atteindre les objectifs, ils doivent être plus attentifs je dirais, aux salariés qui risquent d'être en situation de vulnérabilité, et je dirais que c'est quand même un challenge tout à fait important dans lequel les cadres aujourd'hui, dans ce contexte, sont en souffrance. Hein. On voit bien qu'ils ont beaucoup de mal avec ça, puisque dans une enquête que j'ai vue là du cabinet Empreinte, les salariés qui sont en télétravail, quand même pour près de la moitié, se plaignent d'avoir la sensation d'être invisibles, de subir des contraintes plus que de la reconnaissance. Enfin, il y a une aggravation, je dirais, chez les salariés du sentiment de manque de reconnaissance actuellement. Voilà, donc en ce moment, effectivement, les cadres sont ceux qui sont les plus dans ce type de risque. Hein.
Ouais. D'accord, très bien. Restez avec nous, Gisèle Birk. On a encore plein de questions à vous poser, bien sûr. Alors, pour faire un retour à notre public dans la salle digitale, au sujet de la question la première question de la journée, c'est comment vous vous sentez-vous aujourd'hui? Il y en a qui vont pas bien aujourd'hui. Apparemment, il y a moins de 20% qui se sentent pas bien, et le reste va très bien. Il y en a, il y a 6% qui ne se prononcent pas. Je vous rappelle juste qu'au SIAMP, nous avons une ligne dédiée depuis le 17 mars 2020 pour l'ensemble de nos entreprises, les chefs d'entreprise, nos dirigeants d'entreprise et leurs salariés. La ligne est valable 24 sur 24, 7 sur 7, et c'est cela grâce à nos partenaires CRISUP. Alors, il y a aussi à la question la déprime, la lipémanie et la dépression. Est-ce que c'est un synonyme pour vous? 37% ne sait pas. Vous pouvez, c'est votre droit de ne pas le savoir. Hein, vous n'êtes pas médecin comme Dr Birk et moi. Et 19% pensent que c'est un synonyme. Donc, cela m'incite à revenir sur le diagnostic différentiel, Dr Birk. Est-ce que vraiment la déprime, la mélancolie et la dépression nerveuse, c'est kiff bourricot? Alors, non, la déprime, c'est pas équivalent parce que la déprime, c'est quelque chose, je dirais, qui est temporaire et qui nous arrive à tous. À tous, on a à un moment une forme de déprime, comme c'est le cas en ce moment. Enfin, je veux dire que en ce moment, tous les médias en parlent et il suffit pas, c'est pas nécessaire d'aller dans les médias, il suffit de parler autour de soi avec ses collègues, dans sa famille. Je dirais, beaucoup de personnes actuellement sont, je dirais, en état de déprime. C'est pas de la dépression, c'est de la déprime. C'est-à-dire, c'est un manque de goût, une perte de motivation, c'est une tendance au découragement, une difficulté à se projeter dans l'avenir, le fait d'avoir tendance à se retrancher sur soi-même. Mais la caractéristique, c'est que, je dirais, on fait avec et on continue à avancer. Et l'état de souffrance dans lequel on est n'a pas l'intensité d'un état de souffrance. Je veux dire, ça n'a pas un retentissement sur la santé comme dans une vraie dépression ou une dépression masquée. Je dirais que le retentissement n'est pas le même. Dans les diagnostics différentiels, il faut bien distinguer la dépression du syndrome anxieux, même si dans l'état dépressif, il y a toujours un certain niveau d'anxiété, mais c'est pas, je dirais, c'est pas le symptôme dominant. Et pourquoi il faut vraiment les distinguer? C'est que le traitement est absolument pas le même. C'est pas du tout le même. Le syndrome anxieux, d'une part, c'est pas le même. D'autre part, les symptômes et l'évolution ne sont pas la même. Dans le syndrome anxieux, il va s'associer de plus en plus à des phobies, à des TOC, et donc le traitement n'est pas le même. Hein. Alors il faut la dépression caractérisée qu'on dit unipolaire, elle est à distinguer du trouble bipolaire pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le trouble bipolaire, le traitement n'est pas le même non plus que pour la dépression. C'est-à-dire que la distinction diagnostique, elle a son importance parce que c'est des diagnostics médicaux et que du coup, l'importance est liée aux capacités, je dirais, de soins, aux capacités thérapeutiques que l'on peut offrir du coup et proposer. Hein. Et comme autre distinction, il faut le distinguer aussi du burn-out, bien que moi, dans mon observation clinique, ce que j'observe, c'est que le burn-out, qui est un processus et non pas une maladie, qui est lié donc
je dirais, à une problématique de stress excessive, dépassée, alors essentiellement liée au travail, mais ça peut aussi être lié à d'autres dimensions de la vie privée, le burn-out, dans un second temps, pour moi, mon observation clinique, c'est qu'il est suivi d'un état qui est un état qui est très semblable à la dépression. On a aussi des remarques récentes de nos psychologues du travail qui nous ont alertés sur apparemment le syndrome de détresse. Oui. Ce serait apparemment l'antichambre oui. de la dépression. Ah oui, ouais. Oui. Oui, bah, je peux simplement dire oui, que je pense effectivement. Alors, je pense que les psychologues sont certainement en première ligne pour repérer un syndrome de ce type, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont aller consulter un ou une psychologue parce qu'ils sentent que bah, ça va pas très bien. Et donc, je pense que les psychologues, je suis pas étonnée que ce soit des psychologues qui vous aient renvoyé ça, parce que c'est peut-être les premiers qui sont amenés à percevoir effectivement cette dimension. Mais effectivement, je pense que c'est tout à fait possible que ça soit la porte d'entrée à la dépression. Oui, oui. Docteur Birk, est-ce qu'on peut évoquer la ligne de traitement? Parce qu'il n'y a pas, bien sûr, il y a le traitement médicamenteux, il y a la prise en charge par des spécialistes experts comme nos collègues, nos confrères psychiatres, mais pas que. Est-ce qu'on peut faire un petit topo là-dessus? Oui, alors, effectivement, donc, je vais quand même, je ne peux que démarrer quand même par les traitements classiques. C'est vrai que ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est l'association à la fois d'un traitement chimiothérapique et de la psychothérapie. Hein. C'est quand même ce qui est recommandé dans la plupart des cas. La chimiothérapie est quand même particulière, c'est-à-dire que les médicaments qui sont, je dirais, les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle les antidépresseurs. Hein. Et ils ont une caractéristique, c'est quand même qu'ils sont efficaces, je dirais, dans un pourcentage important de dépression, sachant qu'il y a pratiquement un tiers de résistance aux antidépresseurs. Alors, ces antidépresseurs, il y a plusieurs classes thérapeutiques. Alors, je ne sais pas si j'entre là-dedans, docteur Ngo. Allez-y, oui, juste un survol. Les anciens, voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, les anciens que moi j'ai beaucoup pratiqués, qui sont les imipraminiques et les IMAO, les IMAO étant moins utilisés, et les plus récents qui ciblent les neurones à sérotonine, noradrénaline, dopamine, ceux qu'on appelle les ISRS, les IRSN, enfin bon, voilà. Tout ça, c'est des médicaments qui agissent sur les neurotransmetteurs qui transmettent donc le flux électrique entre les neurones. Voilà, donc les antidépresseurs agissent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on sait quel est le type d'action des antidépresseurs. Alors, la gestion d'une cure d'antidépresseurs, elle est très formalisée. Quand ça marche, l'effet, il faut attendre entre 2 et 4 semaines.
pour qu'une consolidation vraiment se fasse, pour que la personne retrouve son état antérieur, il faut compter 3 mois. Et un traitement doit être prolongé. Ça, il faut le savoir, hein, parce que combien de fois j'ai vu des personnes qui avaient pris des antidépresseurs et qui avaient arrêté dès que, je dirais, ils avaient retrouvé un état comme ils étaient avant. Non, il faut prolonger le traitement facilement entre 6 mois et 1 an, hein, pour le premier épisode. Et si la personne fait un deuxième épisode caractérisé, il faudra le prolonger encore plus. Et avec 3 épisodes caractérisés, il y a même des psychiatres qui disent qu'il faut maintenir un traitement à vie. Donc, c'est pour ça donc il faut vraiment pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible et soigner le plus tôt possible. Voilà. Alors, comme autre traitement, je parle pas des psychothérapies pour l'instant. Comme je le disais, il y a un tiers à peu près des personnes qui résistent aux différents antidépresseurs. Alors, la pratique en tant que psychiatre, il faut gérer le dosage, éventuellement on peut changer de molécule. Enfin, chaque antidépresseur a une action un petit peu particulière. Donc là, c'est un travail, je dirais, lié à l'expérience de chaque psychiatre qui repère, je dirais, chez telle personne que tel antidépresseur fonctionne mieux. C'est la pratique, je dirais, de chacun qui fait qu'on avance sur la connaissance de la gestion de ces médicaments. Dans les dépressions résistantes, la thérapie, je dirais, qui est la plus utilisée, et en particulier pour les personnes âgées, c'est la sismothérapie. Alors qui a une mauvaise image parce qu'on provoque une crise d'épilepsie artificiellement. Mais maintenant, ça se fait sous anesthésie. Enfin bon, je veux dire que maintenant, ça n'a plus le côté spectaculaire que ça avait autrefois, mais qui autrefois était un peu effrayant. Enfin bon, autrefois, ça donnait même des fractures. Enfin bon, je veux dire, c'était spectaculaire. Mais c'est quand même la sismothérapie. Il faut savoir que dans les dépressions résistantes, c'est ce qui marche le mieux, hein. Alors sinon, il y a la stimulation électromagnétique transcrânienne qui peut être utilisée dans les dépressions toujours résistantes. Et puis, il y a une nouvelle molécule, la kétamine, enfin, qui est qu'on commence à utiliser, mais c'est en milieu hospitalier. Enfin, voilà. Il y a des recherches importantes qui se font actuellement pour avancer, en particulier comme dans beaucoup de domaines de la médecine, sur la personnalisation des traitements, c'est-à-dire de repérer plus précisément avec les outils dont on dispose, les caractéristiques spécifiques qu'on trouve chez chaque personne, parce que je lisais un article de l'INSERM où il repère en fait que les dysfonctionnements varient, je dirais, suivant les personnes, et donc il y a des recherches qui ciblent ces problématiques pour arriver à personnaliser encore plus les traitements. Alors, Docteur Birk, une question de Priscilla dans la salle. C'est quoi la sismothérapie? Il faut peut-être qu'on vulgarise un peu cette technique. Allez-y, je vous laisse la main. La sismothérapie, on vous met des électrodes sur le crâne et on vous fait passer un courant électrique qui provoque une crise d'épilepsie. Et c'est ça qui a un effet, je dirais, thérapeutique. Alors ça, on fait une série de séances. Une des problématiques de la sismothérapie, c'est que si c'est trop répété,
ça peut donner des troubles de la mémoire, en particulier des troubles cognitifs. Donc, il faut vraiment l'utiliser en dernier ressort quand on n'arrive vraiment pas, je dirais, à récupérer un état dépressif avec les antidépresseurs ou chez une personne âgée, je dirais, qui ne supporte pas les médicaments. Voilà. Et ça se fait en milieu hospitalier, bien évidemment. Oui, oui. Et puis, pour rassurer nos auditeurs, parce que Ludivine et Priscilla s'inquiètent dans la salle que ça existe encore, ce sont des traitements qu'on réserve vraiment à des situations qui échappent au traitement médicamenteux. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment la sismothérapie au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment quand une personne, on n'arrive pas vraiment à ce qu'un traitement médicamenteux arrive à la sortir de sa dépression. Il faut savoir quand même qu'il y a des dépressions gravissimes, des personnes qui répètent des épisodes mélancoliques. Et la mélancolie, c'est gravissime. Enfin, je veux dire que les conséquences peuvent être la mort. Enfin, donc, ça fait partie, je dirais, effectivement, de techniques un peu, comment dirais-je, un peu radicales. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme traitement en dehors de ces traitements médicamenteux, docteur Birk? Il y a les psychothérapies. Alors, quand même, ça, c'est quelque chose qui s'est quand même beaucoup développé à côté des traitements médicamenteux. Et comme je le disais tout à l'heure, on considère même aujourd'hui que pour les dépressions modérées et légères, la psychothérapie peut suffire. Elle peut suffire sans forcément avoir recours à un traitement chimiothérapique. Mais je dirais que pour une dépression d'intensité modérée mais sérieuse, en général, la pratique est d'associer donc la psychothérapie au traitement médicamenteux. Alors par contre, on fera une parenthèse pour les dépressions chez les psychotiques en particulier, où là, la psychothérapie est moins utilisée et c'est quand même le traitement chimiothérapie qui domine. Et d'ailleurs là, le traitement chimiothérapique se contente pas d'utiliser les antidépresseurs. On adjoint en général un neuroleptique, voire un sédatif pour compléter. Alors, les psychothérapies, il existe tout un tas je dirais, de psychothérapies. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Par contre, il y en a deux en particulier qui sont repérées et même recommandées par l'OMS comme ayant un véritable effet thérapeutique pour les dépressions, hein, je parle bien, hein, je parle pas d'une façon générale, hein, mais pour un épisode dépressif, ce sont les thérapies comportementales et cognitives qu'on appelle TCC, où là, il y a eu de véritables études qui ont été faites qui ont montré l'efficacité des thérapies comportementales et cognitives et les thérapies interpersonnelles de Weissman qui sont pas bien connues en France et qui méritent de l'être. Ce sont des thérapies où on travaille sur le lien, sur la relation, sur l'interaction à l'autre, autour je dirais, des problématiques de communication. Hein. Et c'est une thérapie limitée dans le temps, 3-4 mois, à raison d'une séance par semaine.
Et alors sinon, on peut citer d'autres thérapies, la pleine conscience en groupe, les thérapies éducatives qui se développent actuellement chez les psychiatres, c'est-à-dire d'accompagner les personnes dans la compréhension de leur maladie, la compréhension de l'usage de leur traitement, et les thérapies analytiques qui ne sont plus à l'avant de la scène comme autrefois, qui sont des thérapies, je dirais, au long cours, au plus que des thérapies, je dirais, complémentaires par rapport à un épisode de dépression. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur la psychologie clinique ou la psychologie du travail, justement en ce moment, en ces temps complexes où on nous confine sans être confiné, on nous met dehors ventilé à tout vent et puis on nous met à 300% en télétravail, docteur Birk? Est-ce que la psychologie a sa place dans cette panoplie de traitements? Vous voulez préciser votre question? Est-ce que nos psychologues, Voilà, on dispose de correspondants psychologues du travail, cliniciens, est-ce qu'on peut adjoindre au traitement médicamenteux, à la prise en charge en TCC ou en thérapie interpersonnelle? Est-ce qu'on peut conseiller aussi des séances de psychologie ou pas? Oui, certainement. Certainement, parce que une des problématiques actuelles dans le contexte que vous évoquez, c'est quand même le fait que on est soumis depuis quand même maintenant plus d'1 an à des messages contradictoires, changeants, où les repères sont mouvants. Et il n'y a rien de plus déstabilisant, effectivement, que ça. Hein. Et c'est pas un hasard si actuellement il y a, je dirais, une levée de bouclier dans les milieux psychiatriques, parce que les personnes, je dirais, qui pour le coup ont des soins psychiatriques, sont dans ce champ-là, sont particulièrement vulnérabilisés en ce moment et vont mal parce que effectivement ils sont dans un contexte qui est anxiogène, changeant, contradictoire, et du coup, pour revenir à votre question, ils sont seuls. S'ils n'ont pas de suivi. Et du coup, je pense que les psychologues ont absolument tout à fait leur place de pouvoir être un interlocuteur qui va écouter la personne et qui va lui permettre, je dirais, de se décentrer de sa souffrance. Donc oui, tout à fait. Les psychologues ont entièrement leur place actuellement, au point d'ailleurs que c'est le professeur Le Boyer qui, ayant fait une enquête auprès des étudiants, a été quand même très moteur pour cette proposition qui a été faite pour les étudiants, qui puissent avoir accès à plusieurs consultations auprès de psychologues. Oui, parfait. Non, ok. Il nous reste peu de temps avant de passer la parole à nos autres intervenants. Dr Birk, on va inviter justement Alexandra et Vanina. Revenez, mesdames, avec nous. Un petit mot sur les activités physiques et le sport. Alors, l'activité physique et le sport, depuis ces dernières années, en fait, tout le monde voit et entend dans tous les médias, les journaux, la radio, la télévision, que le sport est quelque chose de bon pour la santé. Donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites, mais il y en a qui ont été faites spécifiquement, je dirais, pour la dépression.
Effectivement, il y a une étude américaine récente encore qui a véritablement démontré que plus la pratique sportive est régulière et suffisamment quand même intense, plus la dépression diminue. Hein. En France, on en est arrivé à mettre en place ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire l'activité sportive, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, l'activité préconisée, ou je ne sais plus. Bon, enfin, c'est simplement que tout médecin peut faire une prescription d'activité. Ah ben si, c'est activité physique adaptée, voilà, c'est ça. Oui, l'APA, oui. Voilà, activité physique adaptée, plusieurs séances par semaine pendant 3 mois. L'INSERM donc conseille des séances d'aérobie et de résistance pendant 3 mois pour une dépression modérée associée, mais toujours associée aux autres thérapeutiques. C'est-à-dire quand même le sport seul, autant la psychothérapie seule, on peut penser que ça suffit. Le sport seul, quand même, c'est pas évident de considérer que ça a un effet thérapeutique suffisant. Mais associé aux autres thérapeutiques, ça améliore véritablement les capacités à sortir de la dépression. Alors, des explications sont données, à savoir le fait que le sport augmente la concentration de dopamine qui est à l'origine donc du plaisir et de la motivation. Ça favorise la sécrétion de la BDNF, qui est un facteur qui favorise la création de nouveaux neurones. Ça agirait sur l'hippocampe, qui a un rôle important dans la dépression. Voilà, donc au-delà de l'activité physique prescrite, en fait, il faut savoir que tous les sports sont bons, mais ils doivent être pratiqués régulièrement pour que ça ait un véritable impact. C'est parfait. Docteur Birk, restez avec nous. Vanina et Alexandra. Alors, à vous de jouer, justement. Faites-nous bouger, faites-nous sécréter de la BDNF. Je rebondis juste sur ce que disait le docteur Birk. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, Vanina. Très bien. Parfait. Je rebondis sur ce que disait le docteur Birk. Tout à fait. C'est vrai que nous, on propose des ateliers de sport en entreprise et en plus du traitement, bien sûr, médical quand cela est nécessaire, en complément, il y a des médecines douces comme la sophrologie également, qui aide énormément grâce à des exercices de respiration, de visualisation positive aussi, qui arrivent à soulager le stress et les angoisses. Donc voilà, il y a toutes ces médecines douces qui sont accessibles également. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical, hein, ça vient en complément. C'est ce que nous on propose en entreprise, en prévention aussi. Quand c'est mieux de le traiter en prévention que quand on est déjà malade. Et c'est vrai que, comme le disait le docteur Birk, le sport permet de développer les molécules du plaisir, les endorphines. C'est un peu comme de la morphine naturelle en fait produite par le corps. Et en fait, moi, je conseille aux personnes qui ont une fragilité, qui sentent qu'elles sont pas bien en ce moment, de tenter d'explorer différentes options. En médecine douce aussi, et de trouver la solution qui lui conviendra le mieux. Parce que en médecine douce, il y a des options, il y a des activités qui se dirigent vers le physique, comme ce que Alexandra va nous présenter dans quelques minutes. Le yoga, il y a aussi le pilates. On fait de la boxe aussi en entreprise pour se défouler. Il y a aussi des activités qui font travailler le mental, comme la méditation, la gestion des émotions. Voilà, on apprend tout ça. L'auto-hypnose aussi, qu'on apprend à s'hypnotiser soi-même. Il y a des techniques pour ça. Et il y a aussi des techniques qui allient le mental et le physique. Comme la sophrologie, par exemple, fait appel à la fois
aux visualisations mentales, mais aussi à la respiration. Donc, on se reconnecte avec le corps. Donc, vraiment, moi, je conseille surtout aux personnes qui sont en charge dans les entreprises de mettre à disposition tout ce panel d'activités pour leurs salariés, parce que ça peut vraiment aider au quotidien les salariés, de leur donner des conseils, des solutions, des petites techniques efficaces pour gérer le stress. Voilà. Merci Vanina. Alexandra, maintenant à vous. Faites-nous bouger, faites-nous rêver et faites-nous nous contorsionner pour libérer toute notre sérotonine, notre dopamine et tout ça. Allez-y, à vous. On a perdu Alexandra. Alexandra? Ah, on a perdu Alexandra. Bon. On a perdu Alexandra. Donc, Alexandra va vous présenter des exercices de relaxation. Et surtout, moi, ce que je lui avais demandé, et c'est ce qu'elle fait chez Efficazen, c'est des solutions simples, en fait, à mettre en place pour se détendre, pour vraiment faire face à la dépression souriante aussi. Et l'objectif des classes d'Alexandra, c'est une meilleure harmonie mentale et physique. Et Alexandra intervient notamment au BHV, voilà, plusieurs fois par mois et chez d'autres clients. Et ça fait vraiment du bien ce qu'elle propose. Donc là, on lui a demandé de ne pas faire trop de contorsions parce que certains de vous sont derrière leur bureau et sont en habit de travail. Donc bon, elle va faire de son mieux pour vous donner des conseils, mais sans pour autant avoir besoin d'un tapis de yoga et des vêtements adaptés. Donc voilà, je lui laisse la parole maintenant qu'elle est revenue parmi nous. Oui, il fallait que je rafraîchisse ma page qui était encore manque de connexion. Merci Vanina pour l'introduction et merci pour vos interventions très, très riches. Effectivement, vous n'allez pas avoir besoin de tapis à proprement parler, simplement d'une tenue un peu souple, juste déboutonner votre ceinture voilà, pour respirer convenablement. Une chaise également, donc là vous devez me voir sur cette chaise, alors pas une chaise à roulettes, mais de préférence une chaise à 4 pieds pour un peu plus de stabilité. Et puis retirez aussi vos chaussures, vous serez plus confortable en chaussettes ou même les pieds nus sur le sol si c'est ok et confortable pour vous. Donc on va commencer simplement cette pratique de 30 minutes par un temps d'ancrage. Je vous invite à venir vous asseoir sur une chaise, les pieds écartés largeur du bassin et les pieds bien à plat dans le sol. C'est-à-dire vraiment les talons, tous les pieds, orteils bien à plat sur le sol. Les mains sont sur les cuisses et les genoux. Et vous allez redresser le dos, espacer votre buste, votre dos du dossier de la chaise. Et prendre un temps ici pour fermer les yeux. Met le regard à l'intérieur et vous connecter aux sensations du corps. On a beaucoup parlé, on a beaucoup été dans le mental. Je vous invite à revenir, à redescendre au niveau du corps, au niveau des sensations, des impressions de votre corps, à sentir les pieds sur le sol, le poids des pieds, à sentir aussi le poids du bassin et des fessiers ancrés sur votre chaise. Et un temps pour vous déposer là. Sentir le socle du bassin. Sentir aussi les mains sur vos cuisses et vos genoux. La chaleur de vos mains. Sentez la colonne se grandir. Un peu comme si un fil invisible vous tirait depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Sans pour autant contraindre le dos, apporter des tensions, mais simplement une direction donnée, une direction du ciel. Les traits du visage sont bien détendus, les paupières closes. La langue est décollée du palais.
présent, je vous propose de vous connecter à votre souffle, respiration, sans changer, sans modifier quoi que ce soit, simplement écouter votre respiration naturelle. Observez les va-et-vient, les inspires et les expires. En apportant un peu plus de conscience dans la région du ventre. Faire gonfler le petit ballon dans le ventre à l'inspiration. Et le faire dégonfler à l'expire. Plusieurs fois à votre rythme. Inspirez et expirez par le ventre. Toujours en gardant cette conscience du souffle, cette attention portée sur le ventre. On va venir respirer ensemble, avec le diapason, des respirations communes, en inspirant sur 3 temps, en retenant le souffle sur 3 et en expirant sur 6. Pour qu'il soit confortable pour tout le monde, si ça n'est pas, vous réduisez le temps d'expirer. On essaye de se caler ensemble là-dessus. On vous invite à prendre une inspiration normale, profonde expire, videz tout l'air des poumons. Et on commence. Premier cycle, inspire, 1, 2, 3. Retenez le souffle pour 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repart. Inspirez 1, 2, 3. Retenez le souffle. 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Retenez 1, 2, 3. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore pour 2 cycles. Inspirez 1, 2, 3. Retenez pour 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire 3. Retenez pour 3. Expirez 6. Respirez à votre rythme, sans compte. Observez les changements éventuels dans le ventre, circulation du souffle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les yeux fermés et pratiquer toutes les postures qu'on va poursuivre ensemble, toutes les techniques de mouvement le plus lentement possible. Plus c'est lent, plus c'est conscient. Plus c'est conscient, mieux c'est intégré dans le corps. Vous restez là, assis. Vous allez rapprocher le menton de la gorge. Simplement, laissez la tête se pencher en avant en gardant le dos droit. On fait peut-être des sensations dans la nuque, dans les cervicales, dans le dos. En restant, en gardant la tête penchée, basculez la tête vers la droite. Oreille droite, épaule droite. Gardez bien l'épaule détendue, épaule droite détendue. À l'expire, vous revenez au centre. Et vous basculez tête à gauche. De nouveau, repassez au centre. Basculez tête à droite. Revenez au centre. Basculez tête à gauche.
On repasse au centre et on va dérouler. C'est ça. On va enrouler tout le dos à présent. On enroule d'abord les cervicales et on laisse complètement le dos s'arrondir. On fait le dos rond, on relâche la colonne en avant. Et à l'inspiration, on va étirer le dos, regarder devant soi et se le relever. On fait comme une vague. On arrondit le dos. En direction du sol et à l'inspire, on se redresse dos droit. Encore une fois ça, arrondissez, relâchez, inspirez, étirez le dos. Posez un peu dans les lombaires et on revient. Maintenant, on fait la même chose à l'inverse. On se penche en avant, on exagère un peu le mouvement, poitrine ouverte, on pose un peu dans les lombaires et on vient au dernier moment arrondir le dos, relâcher la tête en dernier. Et se redresser. Encore inspirez là. Expirez, arrondissez le dos, redressez. Dernière fois, j'inspire, j'expire, j'arrondis. Et je reviens dans un dos droit. Toujours posture assise, qui est bien à plat dans le sol. On va venir placer les mains sur les épaules, trouver une rotation au niveau épaules, un peu clair, et détendre toutes les tensions qu'on a souvent emmagasinées ici au niveau des trapèzes. À l'inspire, les coudes sont collés, on lève les bras, on cercle les bras sur les côtés à l'arrière. Encore 2 fois ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait la même chose, on change la rotation. À l'inspire, les coudes à l'arrière, sur les côtés, vers le ciel. Et à l'avant, on retrouve la connexion des coudes. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. On va faire des points avec ses mains, très serrés. Et on va venir engager les bras, envoyer les épaules dans les oreilles, inspirer ici, retenir le souffle et compter de haut en bas les épaules. Et on expire complètement, on relâche. Encore une fois ça. Je serre les poings, comme si j'étais en colère, les épaules dans les oreilles. J'inspire, je contracte et je compte. Expirez. Toute dernière fois. Je compte. Expirez. Je peux un petit peu plus détendre dans le corps. Très bien, on peut croiser mes 10 doigts. À l'inspire, allongez les bras, étirez-vous. Comme si vous cherchiez à repousser le plafond, paume de main bien à plat. À l'expire, arrondissez le dos. Imaginez un mur imaginaire devant vous. Vous repoussez ces murs, relâchez bien la tête. Inspirez de nouveau, grandissez, étirez les flancs, les tailles. Expire, arrondissez. Dernière fois, inspirez. À l'expire, détachez main droite, attrapez l'arrière de votre chaise et placez main gauche sur le genou droit. C'est une torsion. À l'inspire, je me redresse et à l'expire, je presse main gauche sur mon genou droit et je me repousse, je me grandis et je cherche à regarder par-dessus mon épaule droite. Respirez bien. Le dos est droit. Visualisez peut-être votre colonne comme une spirale qui s'enroule autour de son axe. À l'inspire, vous revenez face. Même chose en changeant le croisement de vos doigts. C'est moins intuitif pour vous. J'inspire, je m'étire. Expire, j'arrondis le dos. Inspire, grandissez. Expire, arrondissez. Dernière fois, inspirez. Détachez main gauche, attrapez le dossier de votre chaise, main droite sur le genou gauche
Grandissez-vous, expirez. Regardez par-dessus le côté. Encore une inspire. Et une expire. Inspirez, revenez face. Et on va passer une séquence debout. Vous allez faire retirer la chaise, à vous placer debout. Les pieds sont écartés largeur du bassin. On a fait des profils ici. Vous avez toujours un peu les genoux moelleux, c'est-à-dire pas complètement tendus, verrouillés ici, mais un peu de souplesse dans les jambes. On va enrouler la colonne en partant de la tête. Donc on va venir ici rapprocher le menton de la gorge. Prendre tout son temps pour enrouler le dos. Tout doucement. Une vertèbre après l'autre. Les bras sont détendus et relâchés. Gardez les genoux fléchis, légèrement fléchis. Ensuite, en avant et venez attraper vos pieds. Vérifiez que la tête est bien détendue, petit lit, petit nœud avec la tête. Et puis le petit mouvement de balancier gauche-droite. Trouvez des sensations à l'arrière des jambes. On a souvent les jambes un peu raides, au niveau des pieds relevés, c'est questionnement agréable. Des relevés agréables parce que vous fléchissez les genoux, n'hésitez pas. Détendez bien les bras, les épaules et la tête. À la prochaine expiration, détendez les bras et déroulez les dos en vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Et puis lentement tout. Dans un même mouvement, déployez les bras vers le ciel. Les bras étirés. Et vous allez ici faire des points avec vos mains. Un petit peu d'écran. Ici, des points serrés avec vos mains. Et vous allez effectuer ce petit mouvement. Jusqu'au bout des doigts, très actif. Gardez les bras tendus le plus vite possible. C'est-à-dire chauffer dans nos articulations, les doigts, les poignets, les bras, peut-être jusqu'aux épaules. Même chose sur les côtés. Un peu plus vite, ça chauffe encore. Vers le haut. Sur les côtés. À présent, paume de main vers le ciel. Inspirez, regardez vers vos mains. Expire sur les côtés. Encore une fois, inspirez. Regardez vers vos mains. Expirez. Étirez les bras vers le ciel. Relâchez le bras droit. Étirez tout le flanc gauche et basculez vers la droite. Vous êtes vraiment penché vers la droite. Gardez du poids équivalent entre pied droit et pied gauche. Souvent, on est complètement vers la droite. Gardez un peu comme ça au milieu. La nuque est bien détendue. Le bras droit est complètement libre. Ballon. Qu'est-ce qui se passe dans notre bras gauche, dans le flanc gauche? Inspire, revenez dans votre axe. Étirez le bras droit et détendez le bras gauche. Même chose, vous allongez le côté droit, penchez-vous vers la gauche. Cherchez ici à décambrer un petit peu le bassin, il ne faut pas trop cambrer dans les lombaires. Le buste ne va pas trop en avant, pas trop en arrière. Vous avez la dynamique, la direction en diagonale à gauche. Et on revient. Inspirez les deux bras dans les airs. Tout doucement, serrez les bras, ramenez les bras. Petit exercice dynamique, faisant de torsion de la colonne. On va essayer de démarrer la torsion à partir du bassin. Gardez les bras ballants. On va effectuer ce petit mouvement au début très lent. On va accélérer un petit peu plus. Les bras sont vraiment très mous, comme si on était une poupée de chiffon. On relâche tout et
on sent que voilà, l'action démarre du bassin qui donne l'impulsion. Et puis, comme une onde, comme une vibration qui démarre du bassin, ça se répercute dans le dos, dans les épaules, dans la tête. Le regard qui suit le mouvement, peut peut-être regarder derrière soi. On fait ça le plus vite possible. La pression des bras derrière le dos, à l'avant. Et tranquillement, on ralentit et on revient. On revient en face. Je vous invite à revenir sur votre chaise. On vous asseoir de nouveau. Toujours les pieds bien à plat dans le sol. Vous allez fléchir le genou droit. Presser le genou vers vous. La cuisse, genou vers la poitrine. Le plus haut possible. Et placez à présent la cheville droite sur le genou gauche. Vous pouvez avoir le genou vers le ciel si vous n'avez pas une grande amplitude au niveau des hanches, c'est pas un problème. Peut-être que vous avez un peu plus le genou en direction du sol. Peu importe, vous restez là. Sentez l'étirement dans le fessier droit, dans la hanche. Et laissez-vous complètement fondre en avant. Rien à faire. On se penche, on relâche la tête. Et on prend un instant pour bien détendre. Bien détendre la région du bassin, hanche, fessier droit. Si c'est une zone tendue, si c'est intense au niveau de la sensation, je vous invite à respirer dans cet espace pour vraiment ramener de la détente, pour décongestionner cette zone, par la respiration, par la fonction du souffle. Et le dos, toujours une vertèbre après l'autre, et toujours la tête en dernier. Ramenez le genou vers vous et retracez le pied droit dans le sol. Même chose de l'autre côté. Pressez la cuisse, le genou vers vous, grandissez le dos. Et cheville gauche sur le genou droit. De la même manière, on se penche en avant, on relâche. Tout le dos, la tête, la nuque. Restez là. Et on déroule. Le sacrum jusqu'au sommet du crâne, inhale, cervicale. On revient. On replacez les genoux vers soi et ramenez deux pieds dans le sol. Avant de clôturer cet échange, je vous invite à sentir ce qui se passe dans le corps, à revenir dans vos pieds, dans vos jambes. De nouveau, à vous déposer le bassin sur la chaise. Sentir la colonne longue, les bras détendus, le visage relâché. On termine avec une respiration qui semble. On va inspirer sur 4 temps, retenir le souffle sur 4, expirer sur 4 et retenir le souffle à poumon vide sur 4. C'est une respiration que je vous invite à faire à tout moment lorsque les besoins sont fait sentir, que l'anxiété monte, que la pression est là, le stress est là et l'attente. Vraiment une respiration qui calme, qui régularise, qui met en confiance. Et puis surtout vous réancre dans le corps. On va remettre
rester avec la tour de contrôle là-haut et on revient en concentration connue par-dessus. Inspirez normalement. Expirez, videz tout l'air des poumons. Videz, 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 et on y va. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle pour 4. 1, 2, 3, 4. Expirez, 4, 3, 2, 1. Retenez, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retenez, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. Retenez, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retenez, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. Retenez, 1, 2, 3, 4. Inspire pour 4. Retenez 4. Expirez 4. Retenez le souffle. Dernière fois, inspire. Retenez. Expirez. Retenez. Expirez à votre niveau. De la même manière, observez les sensations du souffle et de la respiration. Parfois même 2-3 minutes de respiration consciente qui permet vraiment de nous déposer, de prendre l'esprit, sans commencer. Que ce soit les techniques de respiration qu'on a vu ensemble, les mouvements, c'est des choses qui vous ont parlé, qui vont faire du bien. Je vous invite à les reproduire à tout moment dans la journée. Quand les gens sont en prévention, c'est ce que vous savez aujourd'hui, prévenir, vous pouvez guérir, mais après vous faites aussi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller vers ces techniques-là. C'est vraiment des techniques de bien-être qui ont fait leur preuve. Je vous remercie beaucoup. Je vous passe la main au docteur. Merci Alexandra pour ce. On a été bien bercé par les bruits de la mer. Oui. Ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet exercice. Avant de nous quitter, quelques demandes de ma part. Si le public veut bien nous donner votre feedback, aussi bien sur le thème, aussi bien sur le niveau de satisfaction pour notre exchange d'aujourd'hui, et bien sûr sur les niveaux de satisfaction au niveau de la qualité de l'outil. Donc, j'ose espérer que vous allez être un peu moins regardant sur l'aspect son, parce que c'est bon. D'un autre côté, Alexandra nous a bien bercé avec ces bruits de vagues, de ressac, donc c'est très agréable, en tout cas pour moi. Docteur Birk, oui. un dernier mot sur le Club ARIB, sur ce que vous pouvez faire d'ailleurs pour nos salariés qui sont en souffrance, en situation de souffrance. Effectivement, je n'avais pas évoqué toutes ces pratiques comme le yoga, le tai chi chuan, la sophrologie. On est vraiment dans la prévention et la dépression, la prévention est très importante. ARIM, c'est vrai qu'on est quand même repéré comme
intervenant auprès de personnes qui sont en grande difficulté, où les troubles cognitifs ou psychiques sont importants. Et c'est vrai que donc on s'adresse à nous dans des situations où les pratiques, je dirais, de prévention ne suffisent pas. Alors, ARIM, c'est une équipe rapidement qui comporte 5 psychiatres, 6 coachs psychoprofessionnels qui sont tous psychologues, dont une qui est ergonome, psychologue et ergonome, 3 coachs professionnels, un consultant ressources humaines, une assistante sociale, la direction et l'équipe. On a donc une expertise psychopathologique, psychologique et sociale et du monde du travail et de l'entreprise, puisqu'on travaille dans ce champ depuis 1995. On fait donc de l'appui à la prévention de la désinsertion professionnelle, de la prévention du stress et des risques psychosociaux, du conseil et de l'appui aux entreprises privées et publiques. On travaille aussi beaucoup avec le public, les ministères, et on fait du conseil également aux services de santé au travail et de prévoyance sur des thèmes plus spécifiques. Les prestations d'ARIM sont nombreuses. En particulier, on a le bilan diagnostique médico-psychoprofessionnel qui est très demandé et utilisé, qui comporte une série d'entretiens, de tests, de bilans et des phases d'accompagnement très individualisées auprès des salariés en difficulté ou des demandeurs d'emploi, toujours en lien avec l'entreprise si la personne est salariée, ou les Cap emploi Pôle emploi si la personne est demandeuse, je dirais, d'emploi. Voilà. Donc, on a toute une série d'outils. Hein. On fait de la sensibilisation auprès des équipes de travail, également auprès de certaines catégories. Là, on va préparer une sensibilisation, intervention auprès de DRH de la région parisienne. Voilà, donc je vois que vous avez mis nos coordonnées. Voilà, merci Dr Birk, merci beaucoup. Vanina, un dernier mot pour Efikazen? Oui, alors écoutez, j'ai reçu… Alexandra, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interférences. Ah, voilà, on entend mieux. En fait, voilà, merci Alexandra. J'ai reçu quelques messages. Je serais ravie de répondre à vous tous pour explorer avec vous les solutions qui seront bénéfiques pour vous et vos salariés, vos collaborateurs dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de solutions possibles à mettre en place. Tout se fait aujourd'hui par visio. Là, exceptionnellement, Alexandra a eu un petit souci de micro, mais habituellement, ça se passe très, très bien. Les visios, on entend très bien, très clairement. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ça. C'est des petits incidents techniques qui arrivent, mais c'est très rare. Donc, tous nos collaborateurs ont l'habitude, dans cette période de Covid, de faire des visios. Et ça permet de soulager énormément de salariés. Donc, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je suis là. Merci beaucoup, Vanina. Alexandra. Et merci à vous, docteur, de nous avoir invités sur ce thème. Avec grand plaisir. Merci à docteur Birk aussi pour toute sa connaissance et ses conseils avisés. Alexandra, merci beaucoup. Un dernier mot, Alexandra. Merci pour l'invitation. Navré que l'optimisation technique n'ait pas été là au rendez-vous, mais voilà, c'est des choses à ajuster tout simplement. Et effectivement, ça marche toujours très très bien en première base, donc pas d'inquiétude.
ça fait partie des plaisirs du direct. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, un grand merci, mesdames. Dr Birk, un grand merci. Vanina, merci à vous de m'avoir invité. Hein, merci, vraiment. Alexandra. Et merci à notre public. Merci à notre public qui vient toujours très, très nombreux dans la salle digitale. En tout cas, n'oubliez pas, nous avons encore plein d'autres sujets à traiter. Nous avons encore d'autres dates pour les prochains mois. À très vite. Et avant de partir, mettez un petit mot sur le sondage sur votre côté droit. Merci beaucoup. Il est exactement 12h40. Nous avons quelques minutes de retard. Nous nous en excusons. Mais l'événement en valait la partie. À très vite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Merci. À recommencer. Merci. À très vite. Bye bye. Au revoir.